Et enfin, je voudrais terminer en revenant quand même sur les propos tenus par le maire ce matin lors des propos liminaires. Parce que je vous avoue sincèrement, j'étais un peu interloqué. J'avais plus l'impression que c'était un propos liminaire de président de groupe que de maire de la commune. J'entends qu'il y a une envie de répondre et d'aligner un certain nombre d'arguments, mais ça ne peut pas être circulé, il n'y a rien à voir. Ici, il n'y a pas de maître d'école qui distribue des bons points. Je sais bien qu'il y a besoin dans votre équipe de bénéficier de temps en temps des bons points. J'ai l'impression qu'en ce moment, c'est une nécessité, tant vous le répétez l'exercice qui doit cacher quelque chose. Mais bon, distribuer les bons points à son équipe, vous me direz, c'est normal de la part d'un chef d'équipe. Ce qui est moins normal, c'est de considérer que dès lors que vous avez un opposant, il devient sectaire. Être un opposant, l'opposition, ce n'est pas forcément le sectarisme. Et je trouve que la tonalité est un peu réductrice. Vous dites, prendre des exemples, contrairement à vous, l'investissement dans les transports a baissé de 2008 à 2014. Oui, le plan de déplacement urbain de l'époque, il était sur une durée 2 fois plus courte. Donc c'est vrai que d'ici 2020, la mise en œuvre, c'est la mise en œuvre d'investissements prévus dans le précédent PDU. Et votre PDU, c'est entre 2020 et 2030, avec une ligne de métro à 2004. Bon, c'est vrai, vous l'avez dit vous-même d'ailleurs, hein, au séminaire dernier. Donc n'inventez pas non plus de fausses oppositions sur ce terrain-là, dans la mesure où on n'est pas sur des échelles temporelles de temps identiques, pardonnez-moi. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Et si on devait aller plus loin dans le détail, il faudrait comparer l'effort fourni à partir de 2008, où vous savez que l'effort fourni a été multiplié par près de 150%, l'effort fourni au SMTC. Il s'agissait de le sauver d'une situation financière. Je ne vais pas y revenir ici. Vous commencez vous-même maintenant à exhumer d'anciens documents, je ne vais pas m'y mettre aussi, à exhumer d'anciens arguments, mais enfin tout de même, l'héritage de la situation n'était pas la même, et la situation dont vous héritez du point de vue du syndicat des transports et du financement de sa politique est quand même autrement plus confortable aujourd'hui qu'elle ne l'était en 2008, avec des investissements sans le moindre possibilité, marge pour les mettre en œuvre. Vous dites, nous avons un double langage. Nous avons peut-être, je ne sais pas si en tout cas vous avez un double visage, monsieur Moudingue. Vous avez une sorte d'œcuménisme de façade, et puis à côté de ça, vous avez une pratique qui est celle quand même de la caractérisation de votre opposition, de la minorité et de l'intimidation. Car tout de même, dire que nous avons été irresponsables avec tout ce que nous avons fait pour redresser la situation financière dans les transports en l'espace d'un mandat, je trouve que c'est un peu gonflé. Et que, avec l'œcuménisme qui se félicite d'une unanimité d'un vote sur la question tarifaire, alors quel est le résultat d'un rapport de force et d'une pression majoritaire, comme l'a dit très justement mon collègue ce matin, d'un consensus de bras tordus. C'est exactement ça. Donc tout ça est ce que je considère moi un consensus de l'asymétrie dans un rapport de force. Alors on peut bien sûr gloser sur ce vote à l'unanimité, mais sachez que l'opposition n'est pas isolée. Rappelez-vous, monsieur Moudingue, soyez un peu plus modeste, rappelez-vous votre propre isolement pendant 6 ans. Rappelez-vous, ne jurez de rien. Ne jurez de rien sur l'avenir. Donc affublez aujourd'hui d'isolement votre opposition, je vous conseille de vous mémoriser d'autres temps où on aurait pu vous faire aussi ce reproche-là, surtout à une période où nous aurions pu d'ailleurs distribuer à cette Assemblée le courrier du président de la communauté d'agglomération du Muretin, qui montre que vous n'êtes pas si rassembleur que ça, vous-même de votre côté. Je ne sais pas qui est le plus isolé dans cette affaire. Je pense que ce ne sont pas des arguments qui sont aujourd'hui dignes de la présidence que vous assurez de cette Assemblée. Sur les tarifs, pourquoi nous n'avons pas fait la réforme? Mais bien sûr, ça c'est sûr, monsieur Moudingue, nous n'aurions pas fait cette réforme. Je vous le confirme. Si c'est ça la question posée, nous n'aurions pas fait cette réforme. En revanche, que nous ayons initié une réforme, je l'ai déjà dit, nous l'avons fait. Alors sur la ligne de métro, vous exhumez des communiqués de 1985, vous continuez à faire les poubelles de l'histoire. Très franchement, je crois que ça ne mérite pas de ramener le débat à ce niveau-là. Nous, ce que nous considérons, notre position d'aujourd'hui n'est pas du tout celle d'il y a 30 ans, et à supposer que celle d'il y a 30 ans était fausse, je me demande pourquoi nous en sommes aujourd'hui à 16% de part modale dans les transports collectifs si cette position d'il y a 30 ans était si archaïque que ça, avec 2 lignes de métro. Pourquoi nous en sommes où nous en sommes aujourd'hui? C'est donc que la réponse n'est pas si simple et si caricaturale que vous voulez bien
le dire. Si la réponse à l'époque avait été efficace, ça se saurait et on aurait un report modal beaucoup plus important par rapport à des villes qui, elles, n'ont même pas de métro. Donc, vous voyez, c'est pas si simple et les arguments sont réversibles. La ligne de métro pas finançable. Jamais, moi, vous m'avez entendu dire que la ligne de métro n'était pas... Tout est toujours finançable. Et nous l'avons dit au séminaire, ça dépend des conditions du financement, ça dépend des choix politiques que nous faisons derrière et de la soutenabilité. Tout est toujours finançable, bien sûr. On peut augmenter les impôts de 200% et tout est finançable. Donc ce n'est pas le débat, savoir si c'est finançable ou pas. Le débat est de savoir si elle est finançable, tout en menant une autre politique. Et là-dessus, nous ne sommes pas isolés, nous, les socialistes toulousains. Nous avons tous dit la même chose au séminaire. Est-elle finançable avec le reste? Vous dites que le reste est déjà financé d'ici 2020. C'est ce que nous avions décidé dans le PDU. La belle affaire. Ça veut dire qu'après, il n'y a plus que la troisième ligne de métro. Vous confirmez par vos propos même la contradiction de votre discours. Et enfin, j'en termine. Je ne veux pas aller plus loin. J'en termine sur l'aéroport. Vous dites, je fais avec la privatisation. Là aussi, vous nous distribuez un communiqué. On va tous se mettre à exhumer les communiqués des uns et des autres. Je fais avec la privatisation. Mais le conseil départemental et le conseil régional fait aussi avec la privatisation. Mais la privatisation, M. Moudingue, ce n'est pas l'obligation pour les actionnaires publics aujourd'hui à l'aéroport d'accepter une sorte d'échange, de modification des statuts avec une minorité de blocage contre une distribution des réserves et des dividendes. Ce n'est pas ça le sujet. Le rôle de l'actionnaire public local, à un moment donné, dans un ordre du jour d'un conseil de surveillance, d'un conseil d'administration, et de savoir si oui ou non il est opportun de faire cette distribution, indépendamment de la question de la minorité de blocage. Et vous dites que nous sommes isolés. Ce que je constate, c'est que sur ce débat, Toulouse est isolée par rapport aux autres collectivités publiques, parce qu'elle a décidé de rompre le bloc territorial qu'il y avait sur cette question-là, puisque la décision qui a été prise n'a pas été la même. Alors j'entends 750 000 € qui reviendraient donc dans l'escarcelle de Toulouse Métropole, de dividendes. Et vous avez, semble-t-il, dit ce matin, ces 750 000 €, je les verse à la branche aéroport de la troisième ligne de métro. 750 000 €, c'est 7,50 mètres des 28 km de la troisième ligne de métro. Grâce. Juste rapidement pour Sacha Briand, j'essaie d'avoir un propos très mesuré sur la question des orientations budgétaires. Ce que je voulais souligner tout simplement, c'est que si nous avions présenté un tel tableau avec une telle cible d'épargne nette en 2020, que n'aurions-nous entendu? Puisque nous l'avons entendu. D'ailleurs, nous concernant. C'est tout ce que je faisais remarquer. Après, je maintiens que le choix qui est fait, qui est celui d'autofinancement de l'investissement par un surcroît de pression fiscale, est un choix politique tout à fait honorable, possible, défendable, qui n'est pas celui que nous partageons. C'est tout. Je n'allais pas le reconfirmer là, nous l'avons déjà dit, nous le redirons, je pense, au budget primitif. Jean-Michel Latte. Le PDU, que nous avons révisé en 2012, il était en révision depuis 11 ans. Pas depuis 2 ans, depuis 2001. 11 ans. 11 ans. Je ne veux pas dire, mais enfin, comme chantier de révision, il y a plus court. Donc nous avons hérité d'un processus de révision en 2008, avec effectivement une réorientation, comme vous-même vous le faites, d'ailleurs avec votre projet mobilité. Et la réalité de ce qui s'est passé à ce moment-là, ça a été une volonté d'aller vite, mais malheureusement on aurait voulu aller plus vite. Mais avec une difficulté, c'est un encours de dette et des capacités financières qui nous empêchaient de réaliser à la fois le prolongement de la ligne A et les améliorations de la ligne A et le prolongement de la ligne B, ou en tout cas si on les faisait, on ne faisait rien d'autre. Et voilà ce que vous aviez, ce qui avait été programmé par la majorité d'avant, ne faire que ça. Ne faire que ça. Et si, il n'y avait pas d'autre possibilité. Quand on a une contribution au syndicat qui est de 30 millions d'euros, elle est aujourd'hui de 100 millions d'euros, vous imaginez la différence? Ce qui a été parcouru comme chemin. Donc la vérité, il faut quand même convenir de la dire, c'est que nous avons écouté M. Moudingue, qui nous disait il faut faire la PLB. Avec d'autres. Il faut faire la PLB. Donc on a trouvé la voie et le chemin pour lancer cette opération en 2012.
Et voilà ce qui s'est passé. Et on a trouvé un accord avec le SICOVAL pour faire ce prolongement de la ligne B. Mais avec un encours de dette qui, à la fin, en 2014, était le même qu'en 2008. Mais avec une contribution de la collectivité qui a été multipliée par 150. Voilà la réalité. Donc on peut tout comparer, mais ne comparons ce qui peut être comparable et soyons quand même raisonnables. Et enfin, Jean-Michel, enfin, l'abstention bienveillante. C'est pas un de mes amis qui l'a dit. C'est un des vôtres. C'est le maire de Castanet, Monsieur Lafond. Donc vous voyez, dans le consensus général, vous ne percevez même plus où sont vos vrais amis et où sont vos faux amis.